Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule d'exercice sur la force électromotrice, donc le dernier grand concept du chapitre 8 sur les forces et couples magnétiques. Aujourd'hui, on va s'attaquer au disque de Barlow. Le disque de Barlow, c'est une des premières démonstrations de moteur de machine électrique qui a été en fait inventé par le physicien britannique Peter Barlow en 1822, donc ça fait déjà presque 200 ans de ça. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez, si je prends ma souris, là, vous avez la batterie qui va alimenter le circuit avec un courant I. Ok? Ce courant I là, va être acheminé vers une flaque de mercure. Bon, le mercure, évidemment, dans ce temps-là, c'était utilisé un peu plus euh, normalement qu'aujourd'hui. Vous savez que c'est une substance extrêmement toxique, donc on évite son utilisation aujourd'hui quand c'est possible. Le mercure ici a été utilisé parce que c'est un des rares métals qui est conducteur. Donc un métal conducteur pas un métal conducteur, mais un métal conducteur à l'état liquide. Donc, on voulait un conducteur liquide ici parce que si je reviens avec ma souris, vous avez ici le mercure qui va être en contact avec les pointes du disque étoilé ici. Donc, chaque pointe va, quand le disque va se mettre à tourner, donc chaque pointe va entrer en contact avec le mercure. Pour avoir justement un contact électrique qui va permettre au courant de passer dans le disque et d'aller vers son centre. Le centre du disque, le pivot, justement, ce qui arrive, c'est qu'il est connecté au bord métallique ici. Et ces barres métalliques-là sont reliées au fil qui va permettre au courant de revenir vers la batterie et ça forme comme ça un circuit fermé. Maintenant, ce qui est particulier donc de cette machine-là, c'est qu'elle prend l'énergie électrique de la batterie et elle la convertit en énergie mécanique en faisant tourner ce disque-là. Mais comment est-ce que c'est possible de faire ça? Bien, le secret est dans le fait qu'on a un courant qui circule, mais non seulement on a un courant, c'est qu'on a un champ magnétique. Donc, si vous avez l'œil observateur, on a ici un aimant permanent, pôle nord, pôle sud, qui crée un champ magnétique entre ces pôles dans la page, qui est à peu près uniforme entre les pôles. Okay? Donc, quand le courant circule de bas en haut, il traverse le champ magnétique et les charges qui contribuent au courant vont subir une force magnétique et c'est cette force magnétique-là qui va éventuellement faire tourner, donc faire tourner le disque dans une certaine direction. Okay? On se rappelle comment ça fonctionne. Donc, courant ici qui va vers le haut. Donc, si je prends la convention ici, I pour un courant conventionnel, c'est comme si j'avais des charges positives qui allaient vers le haut. Donc, règle à main droite, on va voir la vitesse des charges vers le haut, le champ magnétique entre dans la page, et donc ces charges positives-là, qui vont subir une force vers la gauche. Okay? Donc, on s'attend à ce que la roue, ici, si je replace mon curseur, on s'attend à ce que la roue tourne en sens horaire. Okay? Là, vous allez dire, oui, mais monsieur, les charges qui participent au courant, habituellement, ce n'est pas des charges positives, ce sont des charges négatives. Vous avez raison. Dans les métaux, ce sont des électrons qui se déplacent. Donc, on pourrait se dire, mais est-ce que la roue ne devrait pas tourner dans l'autre sens? Mais en fait, il faut se rappeler que ici, notre courant I, c'est notre sens conventionnel. Donc, on suppose que c'est comme si on avait des charges positives qui montaient, mais des charges positives qui montent, c'est équivalent à des charges négatives qui descendent. On se rappelle ça donc du chapitre 4 sur les conducteurs. Donc, en fait, on pourrait appliquer le même raisonnement. On pourrait dire, regardez, si j'ai des charges négatives qui descendent, je mets la vitesse vers le bas, pousse vers le bas. Champ magnétique entre dans la page. Là, par contre, vu que ce sont des charges négatives, je ne dois pas aller dans la direction de la paume de la main, je dois aller dans la direction du dos de ma main, donc j'aurai aussi une force vers la gauche. Donc, dans tous les cas, ici, si mon courant circule comme ceci, en sens conventionnel, j'aurai une roue qui va tourner en sens horaire. Donc voilà, disque de Barlow, un des premiers moteurs électriques là, à convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Donc il y a une petite vidéo YouTube ici. Euh, donc voilà, il y a quelqu'un qui s'est amusé à construire son propre moteur de Barlow. Donc j'arrête ça ici. Vous avez une batterie, vous avez le disque de Barlow avec les pointes que je vous expliquais tout à l'heure. Euh, un fil, par exemple le fil rouge, on pourrait supposer qu'il est connecté au centre du disque. Le fil bleu va se connecter en dessous de la flaque de mercure que la personne est en train de verser dans l'encoche de bois. Et on a l'aimant permanent en noir ici avec le champ magnétique créé entre ces pôles. La personne abaisse le disque
et va éventuellement connecter les deux fils, ici rouge et bleu, à la batterie. L'ampoule qui est ici sert seulement à nous dire s'il y a un courant qui circule dans le circuit. Okay? Donc quand elle est allumée, c'est qu'il y a un courant. Quand elle est éteinte, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, on connecte le circuit à la batterie. La roue se met à tourner. Là, elle l'arrête, donc la personne va juste l'aider un petit peu en lui donnant un petit coup. Donc, on remarque bien que l'énergie électrique de la batterie convertit en énergie mécanique. Donc, on a un moteur qui produit du mouvement. Pourquoi est-ce que la roue a arrêté au début, puis pourquoi la roue ralentit? Ben, c'est simplement parce que chacune de ces pointes, à chaque fois qu'elle va entrer en contact avec le mercure liquide, ben, il y a une petite résistance liée au mouvement, liée au fluide. Donc, ça ralentit un petit peu la roue à chaque fois. Mais sinon, vous voyez que c'est un moteur qui fonctionne relativement bien. Donc, si on revient ici à notre problème, ça, c'est la version moteur de notre disque de Barlow. Par contre, il y a aussi une version générateur. Donc, moteur, on part de l'énergie électrique à l'énergie mécanique. On peut faire l'inverse aussi. On peut partir de l'énergie mécanique et créer de l'énergie électrique. Donc, comment ça marche? C'est que notre disque ici, si on le fait tourner en sens anti-horaire, par exemple, là, je pense qu'il y a une petite coquille ici. Si on fait tourner le disque en sens anti-horaire, ben, les charges à l'intérieur du disque vont se déplacer ici vers la droite dans le champ magnétique et vont aussi subir une force de Lorentz. Et donc, on va voir tout à l'heure, mais cette force de Lorentz-là va être en direction verticale et c'est ce qui va permettre de créer une différence de potentiel, une force électromotrice entre le centre et la circonférence du disque qu'on est capable de mesurer ici avec un voltmètre. Et si on connectait par exemple une ampoule ou n'importe quel dispositif électrique, on pourrait lui fournir un peu d'énergie électrique pour le faire fonctionner. Donc, la question, le défi aujourd'hui, comment calculer la FEM, la différence de potentiel générée par ce disque de Barlow-là qui tourne à une certaine vitesse angulaire donnée. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On y va. Donc, on va juste faire un petit test pour être sûr que tout ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, j'ai reproduit le disque de Barlow ici. Vous avez le disque qui tourne avec une vitesse angulaire oméga, rayon R. Vous avez la région de champ magnétique avec une hauteur H. Le champ magnétique va sortir de la page. Le bain de mercure ici, qui est en contact avec le bas du disque. Et vous avez la FEM qu'on pourrait mesurer ici, donc là, aux bornes du centre et de l'extrémité du disque. Donc, ce qu'on va vouloir faire, évidemment, c'est de calculer cette FEM-là. Donc, je vous rappelle la formule. On intègre V croix B, produit scalaire dl, entre les deux points pour lesquels on veut calculer la FEM, la différence de potentiel. Donc, ces deux points-là ici seront, bien sûr, donc le centre du disque et le bas du disque. Là, ce qu'on pourrait se demander, donc, c'est de quel endroit je dois intégrer, justement. Donc, on vient de le déterminer, mais pour ça, ça va nous prendre un système d'axes. Donc, là où la force magnétique a lieu, en fait, donc si je change de couleur, c'est quand on a une charge qui se retrouve dans la région avec un champ. Donc, si je prends une charge, par exemple, qui serait située en ce point-là, alignée avec, le centre et l'extrémité du bas, comme ça. Je vais déplacer ça ici. Si la roue tourne en sens anti-horaire, ben forcément, cette charge-là va avoir une vitesse vers la droite. Okay? Donc, on est d'accord pour dire que la vitesse va vers la droite. Par contre, pour décrire cette vitesse-là, ça va prendre un système de coordonnées. Donc ici, si je me réfère à ce point-là en particulier, je pourrais prendre un système de coordonnées cylindrique qui reflète le fait qu'on a un disque qui tourne. Donc je pourrais dire que je vais faire mon système de coordonnées décalé, là, mais il faut s'imaginer qu'on est au point rouge. Donc on aurait un vecteur radial vers le bas, on aurait un vecteur azimutal phi chapeau vers la droite, et on aurait un vecteur z chapeau qui sort de la page. Donc dans ce système de coordonnées-là, je peux dire que ma vitesse, là j'ai pris le point en rouge ici en bas, mais ça aurait pu être n'importe quel point sur le disque, ma vitesse sera égale à la vitesse angulaire du disque fois la distance ρ à laquelle le point se trouve du centre du disque. Et pour dire que la vitesse est tangente à la circonférence du disque, on va dire que c'est orienté selon phi chapeau.
Donc, on a notre vitesse. Évidemment, le champ magnétique, donc on l'a déjà dit au début de l'exercice. Ici, il sort de la page. Donc, on le voit là, il sort de la page. Donc, on va écrire plus B, Z, chapeau. Pour la suite, bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est... je vais donc enlever un petit peu d'éléments sur mon graphique. On va enlever ça, on va enlever ça. Ce qu'on va vouloir faire, c'est intégrer entre le centre et l'extrémité du disque. Quel sens serait le plus logique? Donc, à quelle extrémité du disque on aurait, entre guillemets, un potentiel négatif, et à l'autre extrémité, un potentiel positif? Ben, on va regarder. Donc, justement, on l'a dit, si on a une vitesse vers la droite à ce moment-ci, mais regardez, je vais essayer de vous afficher ma caméra. Donc, si on a une vitesse qui est vers la droite, OK, en supposant que c'est une charge positive, je vais mettre mes doigts en direction du champ magnétique. Donc là, encore une fois, faites attention, là, avec les caméras, c'est pas évident. Mes doigts en ce moment sortent de la page. OK, donc de mon point de vue, donc sortent de la page. Donc on a vitesse, champ, force, en fait, qui est, je peux pas le faire, mais donc qui est vers le bas. OK, paume, je pars de la paume et je descends. Donc, force qui serait vers le bas. Ça veut dire que si je reviens ici au schéma, ça veut dire que les charges positives sont déviées ici vers le bas, tandis que les charges négatives sont déviées vers le haut. Ça veut dire que pour être logique, si je veux avoir une FEM positive, je devrais intégrer du centre du cercle, donc du point négatif vers l'extérieur du cercle, point positif. Donc voilà, on y va. Comme d'habitude, donc on va faire V croix B avant d'intégrer. Donc on a oméga rho phi chapeau croix B Z. Donc on écrit oméga rho B phi croix Z annexe 4, ça nous donne rho chapeau. Là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur, en fait, qui en est une grosse. La FEM, elle est créée par le fait qu'on a un champ magnétique qui va créer une force sur les charges. Donc, quand je vais intégrer ici, là, quand je vais intégrer cette expression-là, je dois l'intégrer seulement où il y a du champ magnétique. Si j'intègre de 0 jusqu'à R, il y a une région là-dedans où est-ce qu'il n'y a pas de champ magnétique, c'est la région ici. OK? Donc, dans cette région-là, je pourrais bien intégrer, mais vu que B vaut 0, ça ne donnerait rien. Donc, en réalité, l'intégrale, je vais vouloir la faire pas de 0 jusqu'à R. En réalité, je vais vouloir la faire de R moins H jusqu'à R. Donc, la distance ici, ça c'est R moins H, et je vais intégrer jusqu'à R. Donc, on y va. On va mettre tout ça dans l'intégrale. On va dire epsilon égale l'intégrale de R moins H jusqu'à R de oméga rho B, rho, point. Et là, l'élément de longueur ici, donc dans la direction de l'intégrale. Donc, si je vais comme ça, le petit élément dl, en coordonnées cylindriques, d, rho, rho chapeau, annexe 4. Donc, on y va. Oméga B sont des constantes. On intègre entre R moins H et R. On a rho, d rho, et rho chapeau, point rho chapeau. Tout ça, ça donne 1. OK? Donc, en fait, ça va disparaître de l'intégrale. On intègre rho, on obtient donc rho carré sur 2, qu'on évalue entre R moins H et R. Donc, si on y va, on obtient oméga B sur 2 fois R carré moins
R moins H au carré. Si on développe ceci, on obtient R carré moins 2RH plus H carré. Donc, on voit que les deux termes en R carré vont s'annuler. Ce qui va nous rester, c'est ceci. Donc, on va avoir oméga B sur 2 fois 2RH moins H carré. Si on met H en évidence, on peut écrire tout ça. Donc, de cette façon-ci, epsilon égale oméga B sur 2 fois H fois 2R moins H. Voilà. Force électromotrice en volts. Comme on s'y attendait, parce qu'on a intégré, si je remonte, parce qu'on a intégré des charges négatives vers positives, on a une FM qui est positive ici. C'est normal. Et comme on a vu pour l'autre exemple précédent, en fait, donc de la tige en rotation, on a une FM qui est proportionnelle à la fréquence de rotation, la vitesse de rotation, au champ magnétique et à la géométrie, au rayon finalement du disque qu'on utilise.